Dans un monde où le sport génère 2% du PIB mondial, nous verrons jusqu'où les sportifs sont-ils prêts à aller pour gagner, sans penser aux conséquences sur leur santé. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, je m'appelle William Holder, je suis un ancien joueur professionnel. J'ai débuté le hand à l'âge de 6 ans. Alors, j'ai joué en tant que professionnel, donc je n'ai pas joué en National 2, j'ai joué en Division 1, donc le plus haut niveau français. C'était à l'âge de 24 ans. Combien de temps vous passez 15 ans. Quels sont vos liens avec le milieu sportif? Alors pendant pas mal d'années, j'ai fait sport-études depuis la 6e, je m'entraînais 2 fois par jour, une fois le matin avant les cours, une fois après. Et puis au fur et à mesure, j'ai côtoyé, entre guillemets, le haut niveau. J'ai été 2 années dans les 10 meilleurs français aux 200 papillons. Bon, ça dévie après sur le mental, parce que plus on se sent fort à soulever des choses ou aller vite, plus le mental est solide. Ça décuple les forces, les capacités musculaires. Alors ça, c'est dans l'instant présent. Et après, ça peut aussi avoir un effet bénéfique sur les récupérations. On distingue 6 familles de produits dopants: les narcotiques, les corticostéroïdes, les hormones, les bêta-bloquants, les agents anabolisants et les stimulants. La première famille, c'est les bêta-bloquants. Ils réduisent le rythme cardiaque et peuvent causer l'augmentation de la fatigue. La deuxième, les narcotiques, eux, diminuent la sensation de douleur et peuvent entraîner des dépressions respiratoires. Et oui Maëlle, il y a encore 4 autres familles de produits dopants, notamment les corticostéroïdes, comme la cortisone, qui augmentent la résistance à la douleur. Malheureusement, créent des défaillances cardiovasculaires, des déchirures musculaires, la mort et la fatigue chronique. Il y a également les agents anabolisants qui, sous forme d'hormones, augmentent l'endurance, la puissance et la force des individus. Mais sous forme de dépendance, elles créent malheureusement des cancers, des troubles cardiovasculaires et causent la mort. Tout à fait, Mélanie. Il y a également les stimulants tels la caféine ou l'amphétamine, qui font une perte de poids chez les individus. Cependant, ils peuvent entraîner de dépendance, de cancer, voire même de mort. Et enfin, pour finir, nous avons les hormones, comme l'EPO, utilisé notamment dans le cyclisme, qui lui est là pour améliorer la circulation sanguine. Moi je sais que j'ai testé une molécule une fois sans vraiment faire exprès. C'est ce qu'on appelle la L-carnitine, c'est une molécule qui sert à hydrolyser les graisses. En fait à l'époque elle était utilisée et en vente libre dans le commerce, en pharmacie, pour aider à perdre du poids. Et donc en phase de travail on l'avait pris pour éliminer un petit peu avant les compètes. Et donc il fallait prendre 2 gélules et boire une bouteille d'eau pendant l'entraînement. Et ce jour-là, j'ai eu l'impression de jouer à la PlayStation avec mon corps en fait. C'est-à-dire que je pouvais accélérer, ralentir, sans avoir d'adaptation cardio-respiratoire. J'ai l'impression que le corps, je me faisais faire ce que je voulais, j'avais pas de difficulté à relancer, j'avais pas de problème d'échange. Il n'y a qu'une fois. Une fois qu'il n'y a plus de graisse, ça attaque le muscle. Donc un marathonien, ça a bouffé le cœur, il y a un cardiaque en prend. Le problème, c'est que la limite entre ce qui aide le sportif et ce qui commence à le doper, elle n'est pas vraiment bien définie. Et en fonction du dosage, on va avoir un médicament qui n'est pas dopant, du 11 ans par exemple, et celle du 11 ans, il devient dopant. De toute manière, on sait très bien que quelle que soit la quantité prise, on va avoir à un moment une répercussion. Ça, alors soit elle fera effectivement un cancer qui entraîne le décès, soit elle fera juste une pathologie. Pensez-vous qu'on puisse se doper avec des substances autorisées? Si c'est autorisé, forcément, on ne parle pas de dopage.
Aujourd'hui, moi, je prends mon cas personnel. À l'âge, là aujourd'hui, j'ai 42 ans, je continue à jouer. Donc forcément, j'ai un petit peu mal partout. Mal au niveau des articulations, au niveau des ligaments, ce qui est tout à fait logique. Et pour pouvoir jouer, je prends des anti-inflammatoires. Alors, rien de dopant, voilà. Mais on peut considérer que c'est un petit peu de... Voilà, si je ne prends pas ces cachets, parfois je ne peux pas jouer. J'ai tellement mal que je ne peux pas jouer. C'est une forme de dopage, enfin, c'est le même principe. Je joue grâce à ces cachets. Maintenant, ces cachets ne sont pas considérés dans la liste voilà, de produits illicites. Donc après, c'est pour ça que la question elle est en deux. Voilà. Mais c'est une forme de dopage. Enfin, pour moi, je le prends comme ça. On a conscience des choses, mais on le fait quand même parce que le plaisir de jouer. Après, je ne parle pas de dopage et de décupler mes qualités, mes forces. Non, c'est juste de pouvoir jouer. Voilà. Mais vous ne pensez pas que les sportifs d'aujourd'hui ont perdu le plaisir de jouer pour la compétition? Sur le plus haut niveau, oui, parce qu'aujourd'hui, si on parle de sport individuel, ça devient tellement, c'est à une seconde, un dixième de seconde près, voilà, on gagne ou on perd. Donc du coup, oui, je pense qu'il y a plus ce plaisir. Je sais qu'il y a 10 ans de ça, on n'avait pas besoin de ça, ça n'existait pas. Il y avait peut-être quelques cas, mais dans le monde du handball, c'était très 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 rare. Et donc du coup, j'ai jamais, ne serait-ce même que pensé à reprendre. Franchement. Je pense que oui, la plupart des sportifs connaissent les effets négatifs de ces substances. Maintenant, on peut toujours apprendre de plus en plus jeune des choses, parce que le sport évolue tellement que peut-être quelques-uns d'entre eux, en étant jeunes, ne sont pas forcément au courant, mais je pense qu'à gros pourcentage, beaucoup de sportifs savent ce qu'ils font et les effets indésirables de ces de produits. Quelques années, donc j'ai été au CREP de Châtenay-Malabry pour pouvoir aller donc, à la fac d'Orsay. Et donc j'y suis resté 2 ans et comme vous pouvez savoir sur ce site, on a le centre antidopage qui fait les dépistages. Et donc une partie des éléments de prise en charge du sportif était aussi avec une petite dotation sur ça, où tous les 6 mois on avait une réunion par les médecins qui géraient le centre antidopage pour nous montrer les risques, pour nous montrer de façon trash un champion olympique, 6 mois après ou 2 ans après, la boîte en sapin, avec cancer des testicules, avec machin. C'était assez... enfin, pour des ados, il fallait cash, quoi. Donc ils nous montraient un petit peu les différentes choses, même si dans notre sport, on n'était pas les plus dopés, entre guillemets, mais on avait une éducation par rapport à ça, propre lieu, entre guillemets. Des exemples assez violents. Oui, assez violents. Tout ça, ça modifie le corps d'un point de vue structurel, ça charge, ça épaissit le sang. Donc on met en plus en risque des problèmes de cardiovasculaire où le cœur il peut s'arrêter tellement le sang il est épais. Au moment quand ça a été vraiment trop dopé, le corps il a plus d'échappatoire et ça claque d'un seul coup. Et combien de sportifs sont morts sur le terrain ou en pleine ascension en vélo, la carrière sportive elle s'arrête à un moment. Donc celui qui a misé tout sur ça, il va se retrouver à très haut niveau, avec tout ce qui va avec, la reconnaissance du public, la reconnaissance des médias, et puis d'un seul coup, soit le corps ne suit plus, il est obligé de s'arrêter parce qu'il y a une maladie qui arrive, donc il redescend, le budget, les sponsors redescendent, donc du coup le coup psychologique vient après le contre-coup physique. Je pense que le psy est obligatoire à un moment. Moi j'ai le souvenir de voir les haltérophiles, corticoïdes, testostérone, et 2 ans après terminé alors qu'ils avaient fait une médaille aux Jeux Olympiques. L'occasion de, quand j'étais à haut niveau, d'avoir des copains, copines qui ont passé le cap, entre guillemets, mais le cap, ça commence toujours par des petites doses, c'est-à-dire qu'on va prendre, je dirais, 2 astégiques 1000 pour récupérer après une compète. On va prendre 4 Duronzan le matin pour être en forme pour les éliminatoires pour la finale l'après-midi.
Ça commence par ça pour s'aider soi-disant à mieux récupérer, à être plus performant, à être réveillé. Et puis après on en a besoin, ça rend dans le rituel et puis on passe le cap. Et en fait moi quand j'étais lycée et collège, j'ai une copine d'entraînement qui était dans les 10 meilleures françaises pendant des années, qui n'a jamais réussi à être championne de France, jamais réussi à passer le stade international. Et puis bon, il y a eu la discipline de grand fond qui s'est ouverte. Et là, moi, elle avait par son entraînement une tendance à être un peu plus performante. Et là, elle est passée carrément corticoïde, etc. Donc championne sur le réseau mondial course grand fond. Et puis contrôle antidopage une fois terminé, mise à l'écart pendant 2 ans et carrière terminée. La natation, c'est dopé à la ventoline qui permet d'augmenter de 20% la capacité respiratoire. Donc finalement, quand on commence à être en détresse respiratoire dans l'eau, c'est un peu plus rapide que dans d'autres sports. On va avoir un moment où on casse un peu plus tardif. Des fois, la différence c'est là. Et je sais que la dernière année où j'avais fait mon meilleur résultat, j'avais parlé à mon médecin sportif qui était contre le dopage, bien sûr. Il m'avait donné des exemples de personnes qui lui avaient demandé. Il m'avait dit avec la ventoline, il y avait une équation pour calculer la performance supplémentaire. 7 finalistes avec moi en finale des championnats de France, 5 prenaient de la ventoline avant le départ, soi-disant asthmatiques. Ce qui n'était pas vrai. Je sais pas. Certains le sont, parce que certains font de la piscine parce qu'ils sont asthmatiques, mais d'autres le deviennent parce qu'ils prennent régulièrement de la ventoline. C'est une molécule qui a tendance à créer une certaine dépendance. Donc, d'après vous, quelles sont les motivations des sportifs qui se dopent? La première motivation, elle est simple, c'est essayer de soit d'être le meilleur dans l'activité, soit essayer de rivaliser avec les meilleurs. Les gens qui se dopent le font parce que les autres le font et il faut essayer de trouver l'intensité maximale et donc du coup ils sont obligés de se doper pour pouvoir être parmi les meilleurs dans leur activité. Oui, parce que dans certains sports, c'est obligatoire parce que tout le monde le fait. Donc si on ne le fait pas, on est dernier. Donc voilà, après il y a plein de choses qui rentrent en jeu, au-delà de la santé, au-delà de la performance, qui sont pris dans le mouvement et quelque part obligés par rapport aux médias, par rapport à leur employeur. Et c'est un cercle un petit peu vicieux. Ceux qui misent tout sur le sport, on peut être tenté à un moment, si l'entraînement ne suffit pas, de prendre autre chose. Après, c'est là pas du gain, éventuellement aussi, même si en natation il y a la trop d'argent, c'est le titre, quoi, c'est le prestige. Vous, est-ce que vous avez déjà été contrôlé par des agences antidopage? Oui, bien sûr. Plusieurs fois, la lutte antidopage, l'organisme prévient pas du tout et arrive sur des compétitions, peu importe, après c'est eux qui choisissent. Donc personne n'est prévenu. Une fois qu'ils sont là, par contre, même nous on n'est pas prévenus. Ils préviennent le club au dernier moment. Et donc il y a un match. Et en fait, à la mi-temps du match, ils choisissent les noms. Ils font une liste de 3 à 5 noms sur une équipe et 3 à 5 noms sur l'autre. Et à la fin du match, on vient nous annoncer qu'on doit aller. On a été tiré au sort pour aller. En fait, c'est tout simplement, on doit donner nos urines dans un bocal et après ils sont analysés et c'est là qu'est révélé ou non. Avez-vous déjà été contrôlé? Oui, on a été plusieurs fois contrôlés. Alors, contrôlés forcément sur les compètes nationales. Vous faites un podium, on vous dit allez, il y a quelqu'un qui vous accompagne aux toilettes pour être sûr que vous n'ayez pas une fiole de pipi dans le baignoire ou dans le sac. Ça fait savoir. Donc on fait le test, généralement ça se passe bien. Après, sur les compètes, ils y sont assez souvent mis. Et puis 2 fois, on a eu un contrôle inopiné à l'entraînement. Ils sont arrivés, on dit hop, tout le monde s'arrête, on sort de l'eau. Chacun est accompagné aux toilettes pour faire un. Alors si le test est positif, il y a un deuxième test
parce qu'en fait, je pense, c'est dans les 15 jours au maximum après les résultats. Et si c'est positif, il y a un contre-expertise obligatoire pour vraiment être sûr de ne pas se tromper. Parce qu'il y a eu des cas où en fait ça a été positif sur le premier, mais négatif sur le second. Parce qu'à un moment donné, il y a des cachets, voilà, une prise de cachet un peu importante parce que le joueur est malade. Ça fait ressortir le test positif alors que 3 semaines après, il n'est plus parce qu'il est plus malade. Ça arrive et c'est véridique. Par contre, une fois que la contre-expertise est de nouveau positive, voilà, c'est-à-dire que le joueur a pris des substances et donc il passe devant une commission de discipline et il est suspendu et sanctionné financièrement. L'entraînement fractionné de haute intensité consiste en l'alternance de périodes d'efforts courtes et intensives et une période de récupération active. Ce type d'entraînement est stimulant. C'est un entraînement très difficile, mais la variété de combinaisons possibles fait que la motivation est constamment présente et que l'ennui ne survient jamais. De plus, l'entraînement intensif a de nombreux avantages. La perte de graisse sous-cutanée, la perte de poids, l'afterburn effect, ce qui consiste à perdre de la graisse après l'entraînement, ou encore la diminution de la tension artérielle, ce qui réduit le risque de maladie cardiaque de 30 à 40%. Qu'est-ce que c'est l'entraînement intensif? En quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à se rapprocher le plus possible de l'intensité des matchs, des compétitions. Voilà. D'après vous, quels sont les dangers d'un entraînement intensif trop régulier, trop intensif? Aller sur la surfatigue, aller sur au-delà des capacités. Donc du coup, c'est quoi? C'est une risque de blessure très grave. Voire même aussi après problème un petit peu psychologique parce que quand on est tellement fatigué, on sait qu'on n'est pas bien après dans la vie quotidienne. Donc d'après vous, à partir de quand on peut dire qu'un entraînement est intensif? Après, je dirais réponse non, ça dépend de certains sports. Il y a des sports où certaines facultés physiques ou des aptitudes vont permettre d'arriver plus vite à un haut niveau. Je pense au golf, des choses comme ça, s'il y a un geste, on va pouvoir rapidement sortir du lot. D'autres sports, moi j'étais nageur par exemple, en natation, en dessous de 15 heures par semaine, c'est même pas la peine d'essayer d'aller le championnat de France. C'est même pas la peine. Mais de toute manière, il faut de la régularité pour pouvoir déjà travailler le geste sportif, ensuite travailler le cardio, la masse musculaire et préparer justement le corps à pouvoir gérer la totalité de l'effort. C'est qu'à un moment, il faut prévoir des périodes de récupération. Il faut arriver à avoir une bonne hygiène de vie, aussi bien alimentaire, mais hydratation, faire de temps en temps des prises de sang pour vérifier que le corps ne soit pas en burn-out. Il faut aussi vérifier l'état psychologique du sportif. Souvent, c'est des ados ou des enfants avant d'être des adultes. Et ça arrive quelquefois que ce ne soit pas que la volonté de l'enfant ou de l'ado, mais aussi qu'il y ait la famille ou qu'il y ait un entraîneur qui pousse derrière. Pour faire des performances, il faut qu'il y ait la tête et le corps. C'est vraiment un tout. Quels sont les risques au niveau des organes et de l'organisme? Alors malheureusement, on dit que le sport, c'est bien, c'est que du bonheur. Le sport de haut niveau et intensif va créer des micro-traumatismes répétés malgré tout sur l'articulation. En tant que kiné, je le vois, donc on a une arthrose précoce, on va avoir des pathologies musculaires type tendinite,
plaquage, élongation. Bon, souvent, quand c'est bien géré, il n'y a pas trop d'excès, finalement, le fait d'avoir fait du sport va permettre d'avoir un capital pour la fin de sa vie qui est plutôt positif si on l'entretient. Mais bon, dans certains cas, quand ça a été trop loin, malheureusement, le corps a du mal à finir en fin de vie. Et donc pensez-vous qu'on puisse obtenir les mêmes résultats avec un entraînement intensif et avec un entraînement modéré mais sur une durée plus longue? Non, parce qu'à un moment, l'entraînement intensif, c'est ce qui va permettre de passer à certains caps. Et dépend de chaque sport, mais on sait qu'en dehors de tant de temps passé sur le lieu, on n'arrivera pas à dépasser tel stade de performance. Le sport intensif cause des problèmes d'ordre articulaire, musculaire, cardiaque et encore psychologique. L'idéal est donc de faire une activité d'endurance comme le jogging, du vélo et de la natation de 30 minutes à 1 heure, 3 fois par semaine, à 75% de ses capacités cardiovasculaires, et ce, pendant toute la vie. Ainsi, toutes ces informations mènent à penser que malgré les risques encourus, certains sportifs sont prêts à tout pour gagner. Le dopage et l'entraînement intensif sont liés par leur présence dans le domaine du haut niveau sportif, ainsi que par leur caractère dangereux pour la santé. Ils privilégient la médiatisation, la notoriété, leur salaire à leur santé. Le court terme prend le dessus sur le long terme. L'emploi de ces deux pratiques mène au même but, soit améliorer les performances physiques et sportives. Néanmoins, il ne faut pas stigmatiser tous les sportifs, car ces deux pratiques, quoique présentes dans tous les sports, ne concernent pas la majorité des sportifs. D'après vous, quel est l'intérêt d'un entraînement intensif par rapport à l'utilisation de produits dopants? L'entraînement intensif va permettre finalement d'arriver au même résultat que celui qui se dope, sauf que celui qui va être dopé, en fait, il va monter beaucoup plus vite au bon niveau, mais la redescente va être fatale souvent. Fatale soit psychologiquement, soit physiquement, alors que finalement le sportif, le corps va se développer, va évoluer en fonction de la stimulation, et à un moment il sera capable de gérer les efforts, de faire des bonnes performances, parce que son corps sera monté à ce niveau-là. Moi je préférais l'entraînement intensif en essayant de bien gérer, justement. Parce qu'en le gérant bien, on peut quand même minimiser les contrôles. Sur vous, jusqu'où vous seriez prêt à aller pour gagner? Sans prendre en compte votre santé. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai pas eu besoin d'avoir recours à ça. Maintenant, sans parler de substances dopantes, aujourd'hui, je me suis entraîné pendant 10 ans à la limite à chaque fois. À chaque fois, c'était limite. J'ai eu la chance de ne pas avoir de grosses blessures. Mais voilà, mais c'était tellement du plaisir qu'il n'y avait pas de pas. On dénonce chaque année pas moins de 1500 décès brutaux en France pour des sportifs en bonne santé. C'est ce qu'on appelle la mort subite. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans ce documentaire. Retrouvez-moi à 18h15 pour votre émission Et tout ce que vous